Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle de Maupassant qui est extrêmement célèbre. Il s'agit du Horla, une œuvre parmi les plus marquantes de Guy de Maupassant et qui occupe une place particulière. Publié en 1887, le Horla est une plongée fascinante dans l'univers du fantastique et de la folie. En effet, à travers l'histoire d'un narrateur hanté par une présence invisible, Maupassant explore la frontière entre la réalité et l'imaginaire, laissant le lecteur s'interroger sur la véracité, la réalité des événements décrits. On va voir une analyse complète du Horla, en commençant par une présentation de l'auteur et du contexte du fantastique au XIXe siècle, avant d'aborder un résumé détaillé, ainsi qu'une étude approfondie des thématiques de l'œuvre. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et visitez également le site profdefrançais.net qui regorge de ressources. Alors, Guy de Maupassant, un maître du réalisme et du fantastique, comme vous le savez peut-être, né en 1850, décédé en 1893, il est l'un des écrivains français les plus influents du XIXe siècle. Il fut un élève de Gustave Flaubert, le grand maître Gustave Flaubert, et il s'est imposé comme un maître du récit court et surtout de la nouvelle, excellant aussi bien dans le registre réaliste que dans le fantastique. Il était issu d'une famille normande et il a passé une partie de son enfance dans cette région, une région qui inspire la plupart de ses récits. Il a fait des études de droit et il a travaillé en tant que fonctionnaire tout en se consacrant à l'écriture. Grâce à l'influence de Flaubert, il s'est fait connaître avec notamment Boule de Suif, une nouvelle publiée en 1880 qui l'a propulsé vers la célébrité et l'a fait reconnaître assez vite comme un des plus grands écrivains de son époque. Pourtant, Maupassant n'a pas une vie simple et facile, parce qu'il souffrait de troubles psychologiques, notamment des crises d'angoisse. Il avait même des hallucinations. Ses expériences personnelles ont influencé assez profondément son œuvre, et en particulier dans Le Horla, où le thème de la folie est central. Malheureusement pour lui, son état de santé s'est dégradé parce qu'il avait contracté la syphilis, une maladie très répandue au XIXe siècle, maladie sexuellement transmissible et dont il est mort en 1893 après avoir été interné dans ce qui serait appelé aujourd'hui un hôpital psychiatrique. Penchons-nous maintenant sur le fantastique au XIXe siècle. Le XIXe siècle est une période florissante pour la littérature fantastique, parce que c'est un genre qui joue sur l'ambiguïté entre le réel et l'irréel à un moment où, avec la révolution industrielle, on passe un cap en fait dans notre civilisation et où, il y a une espèce de défiance envers la rationalisation à tout crin qui s'étend. Il faut savoir que contrairement au merveilleux, où l'extraordinaire est accepté sans questionnement, comme dans Harry Potter ou comme dans les contes, le fantastique, lui, repose sur l'hésitation du lecteur et des personnages face à des événements inexplicables. Ils n'arrivent pas à savoir si c'est quelque chose d'explicable, de rationnellement explicable, ou s'ils ont affaire à des événements surnaturels. Comme je vous le disais, dans cette période marquée par les avancées scientifiques et donc le développement du rationalisme, le fantastique exprime souvent une angoisse face à l'inconnu et la perte de repères. De grands auteurs comme Edgar Allan Poe, Hoffmann ou encore Théophile Gautier ont exploré ce registre où les phénomènes étranges défient la raison. Maupassant a écrit majoritairement des textes réalistes, mais il a intégré assez fréquemment des éléments fantastiques dans ses nouvelles, et donc le Horla est un des exemples les plus célèbres. Il illustre une peur viscérale, celle d'une présence invisible et malveillante, qui pousse le protagoniste à la folie. Alors voyons maintenant le résumé de cette nouvelle. Il s'agit ça prend la forme d'un journal intime, que le narrateur écrit au fur et à mesure et où il raconte progressivement sa descente aux enfers. Tout commence de manière anodine.
Le narrateur mène une vie paisible dans sa maison normande. Cependant, il ressent peu à peu une présence autour de lui. Il ne peut ni la voir, ni la toucher, ni même l'entendre. Et pourtant, il lui semble qu'il y a cette présence parce que des objets semblent se déplacer seuls. Il y a des bruits inexpliqués. Et puis surtout, il a d'étranges malaises nocturnes. Et il est persuadé que c'est cette créature invisible qui le pousse à avoir ces malaises. Au fil des jours, le narrateur se persuade qu'une entité, donc que cette entité invisible qu'il a choisi de prénommer ou de nommer le Horla, contrôle ses actions. Donc son sommeil est perturbé, son état de santé se dégrade et il perd toute confiance en sa perception du réel. Du coup, il va consulter des médecins, mais aucun ne parvient à lui expliquer rationnellement ce qu'il vit. Persuadé que le Horla est donc une créature surnaturelle venue d'un autre monde, ou du moins d'un autre bout du monde, pour le posséder, il tente d'échapper à son emprise. D'abord, il cherche à prouver son existence en piégeant l'entité avec des objets, une carafe de lait en particulier, puis il essaye de le confronter. Mais tout cela est bien sûr vain et l'état mental du narrateur se détériore rapidement. Il bascule dans la folie. À la fin de la nouvelle, dans un acte désespéré, le narrateur met le feu à sa maison, en espérant ainsi détruire le Horla avec elle, dans cet incendie. Mais lui-même s'est échappé évidemment du brasier, et quand il réalise que la créature pourrait avoir survécu, il conclut que la seule solution est de se donner la mort. L'interprétation courante du Horla est que la créature est le fruit de l'imagination du narrateur, un symptôme de sa folie. Son état psychologique rappelle en effet les troubles hallucinatoires dont Maupassant lui-même souffrait. Le récit illustre ainsi la manière dont l'esprit humain peut basculer dans la paranoïa et la psychose. Il écrit par exemple « Je souffre d'une maladie inconnue et terrible qui s'est installée dans mon âme et l'épuise. » Cette citation met en évidence la détresse psychologique du narrateur et son incapacité surtout à distinguer le réel de l'irréel. À travers cette œuvre, Maupassant remet en question la suprématie de la raison. Le narrateur, qui est un homme à l'origine tout à fait cultivé et rationnel, est progressivement submergé par des phénomènes qu'il ne peut pas expliquer scientifiquement. Le Horla peut également être vu comme une métaphore de l'invisible et de l'inconnu. Il écrit notamment, le narrateur dans son journal intime écrit notamment « Je sens bien qu'il approche, qu'il est là. Pourquoi ne le vois-je pas ?» Cette citation exprime le doute constant du narrateur partagé entre la perception, donc subjective, et la réalité. En ce qui concerne la structure de ce récit, on assiste à une montée progressive de l'angoisse. Comme je vous l'ai dit, l'histoire du Horla est présentée sous la forme d'un journal intime. Et ce choix narratif place directement le lecteur dans la psyché du personnage principal. C'est un format qui permet une introspection progressive et qui rend palpable la détérioration mentale du narrateur. Du point de vue des procédés, l'utilisation de la première personne renforce l'identification du lecteur. L'alternance entre des moments de lucidité et d'angoisse renforce le doute. Et les dates des entrées permettent de suivre par étapes la montée de la folie. Il s'agit d'une construction en 3 phases, 3 grandes étapes. D'abord une phase de doute. Le narrateur ressent une présence, mais tente de rationaliser ses impressions. Puis une phase de confrontation. Le narrateur est convaincu que le Horla existe et il cherche des moyens de prouver sa présence. Et enfin, la phase de désintégration, quand le narrateur sombre dans la folie et en arrive à une solution radicale. C'est un schéma progressif qui permet une montée en tension dramatique et ça captive le lecteur. Alors, penchons-nous maintenant sur les procédés littéraires employés. Le style décalé et l'ambiguïté narrative. C'est un des aspects les plus fascinants du texte, cette incertitude qu'instaure Maupassant. Celui-ci joue avec les perceptions du narrateur et du lecteur en laissant toujours planer un doute sur la véracité des événements. Donc on a 3 points, l'ambiguïté entre réalité et hallucination,
c'est-à-dire qu'on se pose la question, est-ce que le Horla est réel ou est-ce le fruit de la folie du narrateur? On a également un narrateur non fiable, on ne sait jamais si ce que raconte le narrateur est une perception exacte des faits ou une illusion. Et enfin, on a une progression psychologique réaliste, puisque le récit suit une logique d'évolution de la maladie mentale. À noter également l'utilisation des champs lexicaux de la peur et de l'oppression. En effet, l'angoisse du narrateur est communicative, grâce à un usage appuyé de certains champs lexicaux, celui de la peur et de l'inquiétude, celui de la perte de contrôle, celui de la présence invisible. Le fait que le récit soit au présent de narration, rend les événements plus vifs et immersifs. Les phrases sont dans l'ensemble courtes et rythmées, ce qui exprime la panique et la confusion du narrateur. Et enfin, beaucoup d'interrogations et d'exclamations reflètent son instabilité. Donc en conclusion, on peut dire que le Horla est une œuvre assez fascinante qui illustre à merveille le fantastique du XIXe siècle. À travers un récit angoissant, immersif, Maupassant explore les frontières de la perception, la peur de l'invisible et la fragilité de la raison humaine. Plus qu'un simple conte fantastique, le Horla est en fait une réflexion profonde sur la folie et les limites de la connaissance et de la rationalité. C'est une œuvre qui est toujours étudiée aujourd'hui et qui continue de captiver les lecteurs. J'espère que ce sera également votre cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du Horla. À bientôt.